Très bien, donc merci Hervé, merci de m'accueillir ici. Effectivement, c'est pas la première fois que je donne cette conférence, mais elle est un peu différente de ce que j'ai dit l'année dernière et de ce que j'avais dit l'année d'avant l'année dernière. Euh, voilà. Et effectivement, là, je voulais poser la question plutôt de l'avenir pour l'économie française. Si on pourrait devenir soit une nouvelle Silicon Valley, ça se dit de plus en plus souvent, soit une colonie numérique, parce que c'est aussi des choses qui se disent aujourd'hui. Alors, très vite, moi je travaille chez Fujitsu, c'est une grande entreprise japonaise. Parfois on dit que c'est l'IBM japonais. Donc c'est de l'ordre de 40 milliards de chiffre d'affaires par an. Et donc on fait du matériel, on fait des services informatiques. Et moi je suis en charge de l'innovation, du conseil en innovation pour la filiale française. Donc effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley et qui a été reconnu comme l'un des 10 meilleurs livres d'innovation. Donc là, ça c'est une émission où je suis passé chez Emmanuel Le Chypre. Et si vous avez des portables, vous pouvez les éteindre, mais c'est comme là. Oui, c'était pour vous donner l'exemple. Voilà. Et donc voilà. Alors, en fait, pour traiter la question de notre avenir, on peut regarder différentes choses. Je pense qu'on peut se dire que la technologie, les technologies digitales, on va parler desquelles, c'est important de quantifier l'opportunité de création de valeur. Donc moi je l'ai quantifiée, elle est de 1210 milliards de dollars d'ici 2025. Et une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on puisse prendre une partie de cette valeur. Parce que si on prend 1% d'ici 2025, donc ça donnera une certaine économie française. Si on prend 50%, ça donnera un autre type d'économie française avec d'autres perspectives de prospérité, d'autres dynamiques politiques, d'autres opportunités professionnelles. Si on prend 1% ou 0,5%, il n'y aura plus de jobs de directeurs généraux en France. Les seuls jobs de directeurs généraux, ce sera des jobs de distribution commerciale avec un centre de décision qui sera dans un endroit qui n'est pas en France. Je pense que c'est important de poser la question de cette manière-là, parce qu'il y a 10 ans, on disait qu'en Europe, on avait une avancée incroyable, que certes les Californiens étaient très très bons, mais que typiquement les Chinois étaient irrécupérables. 10 ans plus tard, les Chinois, en fait, il y a un duopole dans l'innovation, il est composé de la Californie et de la Chine. Et l'Europe ne fait pas partie de ce duopole, donc c'est quand même assez inquiétant. Alors, il y a un effort à faire important dans le fait de déployer davantage de capital sur les thèmes d'innovation, on va en parler, et aussi il y a un effort de rendre le capital déployé plus efficace, parce qu'aujourd'hui on gaspille beaucoup d'argent dans l'innovation, on finance des projets qui ne trouvent aucun client, qui ne trouvent aucun marché. Donc, 1210 milliards, ça se compose de 7 technologies différentes, c'est les chiffres qui viennent de Goldman Sachs et Markets & Markets, et on voit que principalement, la partie la plus importante de cette valeur, elle vient de ce qu'on appelle l'industrie intelligente. Et ça, c'est du point de vue technologique. Alors, à chaque fois, on change le sens des mots. Mais du point de vue technologique, c'est un mix de cloud, de IoT, et c'est appliqué dans les opérations de production dans les usines. Et c'est le fait de changer des produits dumb, c'est-à-dire non connectés, en des produits connectés. Et de faire que tout ça est intégré à la chaîne de production de manière intelligente. Et donc ça permet de rendre intelligent l'ensemble des assets, des actifs industriels qui ont été produits tout au cours du XXe siècle avec la deuxième révolution industrielle. Donc ça, c'est cette partie-là qui est à 465 milliards de dollars d'ici 2020. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, donc 300 milliards à peu près. Donc ça, c'est très important. Ça va devenir de plus en plus important. C'est le segment de tous les segments qui connaît le taux de croissance le plus élevé, de l'ordre de 60% par an. Et ça, c'est parce qu'il y a une multiplication des outils connectés, les mobiles bien sûr, aussi IoT et d'autres. Et donc, il faut ajouter une couche, entre guillemets, de sécurité sur l'ensemble de ces nouveaux outils. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de valorisation. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, et puis la blockchain, et encore d'autres choses, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Alors maintenant, si on regarde ces mêmes chiffres, mais cette fois-ci avec une vision par secteur, on voit que, comme on pouvait s'y attendre, tout ce qui est autour du manufacturing est le secteur qui concentre, qui s'accapare la plus grande partie de création de valeur.
Et puis après, il y a la finance, le gouvernement qui sont également des secteurs importants. Le retail joue un rôle important, comme il l'a été, parce que c'est depuis qu'on a digitalisé la presse, on a également digitalisé la relation aux clients. Et donc on va continuer à s'adresser aux clients de manière digitale. Et donc ça, c'est aussi un élément important. Donc juste pour que vous sachiez, ça c'est les taux de croissance figurent en rose ici, et le montant figure en bleu. Le montant est là, et les taux de croissance en pourcentage sont sur le côté à droite. Alors maintenant, si on regarde pour chaque secteur, quelles sont les entreprises qui sont présentes dans le monde? C'est-à-dire quelles sont les entreprises qui sont présentes dans ces secteurs, c'est-à-dire à la croisée des 7 technologies qu'on a évoquées et des 10 secteurs qu'on a évoqués. Et on regarde dans chaque pays combien il y a d'entreprises qui sont présentes dans ce genre d'activité. Donc ce qu'on voit, c'est que la performance française est quand même très mauvaise aujourd'hui. Elle est très mauvaise. Donc ça c'est important, il faut se le dire, parce que je sais qu'on dit la French Tech c'est formidable. Bon, c'est vrai que c'est formidable. Beaucoup d'entreprises subventionnées qui vont au CES. Donc ça c'est bien, mais en fait il y a la réalité économique, elle est très différente de ça. Et quand même, moi je trouve que ces chiffres me font très peur, c'est personnel, mais ils sont très mauvais. Donc voilà, il y a 6 entreprises françaises. Et les 6 entreprises françaises qui sont là, elles ont un âge moyen de 58 ans. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas créer de nouvelles entreprises en France sur des secteurs novateurs. Si on décompose le chiffre américain de 216, on arrive au chiffre dans la Silicon Valley de 111 entreprises. Donc je ne vais pas décomposer ici, mais on arrive à 111 entreprises californiennes. Donc vous avez une zone de 3 milliards d'individus qui fabriquent autant d'entreprises innovantes davantage d'entreprises innovantes que n'importe quel autre pays dans le monde. Combien d'individus? 3 milliards. 3 3 millions. 3 millions. Okay. Ouais, 3 millions. Enfin, 2,7 pour être précis. Alors là j'ai fait quelques autres chiffres, voilà, donc bon, ça c'était juste pour mettre des chiffres. Bon, alors si on regarde le nombre de licornes, c'est-à-dire les entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, pré-IPO, donc il y en a 2 en France, il y en a 25 dans la Silicon Valley. Et c'est vrai qu'en France on a parfois une définition assez large de ce que c'est qu'une licorne. 51. 51, oui, donc il y a un facteur de 25, pardon. Voilà, il y a le nombre de décacornes, c'est-à-dire les entreprises qui ont 10 milliards de valorisation, donc il y en a 0 en France, il y en a 7 dans la Silicon Valley. Et maintenant, si on regarde le capital, donc l'année dernière, comme vous le savez, en 2017, c'est une très bonne année pour la France. On est le pays qui a attiré le plus de capitaux dans toute l'Europe, devant le Royaume-Uni, donc ça c'est très très bien. Mais on est quand même dans un facteur de 8 par rapport à la Silicon Valley, à une année où cette année-là était mauvaise en Californie. Elle était mauvaise parce que, là ça s'est exprimé en euros, mais en dollars ça fait 24,9 et l'année d'avant c'était 33. Donc il y a quand même une baisse de l'ordre de 30% des capitaux attirés en Californie. Donc tout ça c'est pour dire que si on veut devenir la Silicon Valley de 2025 ou de 2020 ou de 2030, eh bien il faut multiplier au moins par 6 l'effort qui est mis dans l'innovation. Donc moi je ne sais pas comment on fait ça, mais j'ai des idées générales. Et en tout cas on peut jouer sur 2 leviers. On peut jouer sur le levier de il y a des ressources et on les oriente davantage vers l'innovation. Ça c'est un premier levier. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Ensuite il y a un second levier, c'est de l'argent qui est déjà investi en innovation, il faut le rendre plus efficient. C'est-à-dire qu'il faut que le capital innovation soit plus rentable. Alors, le premier, j'aimerais parler d'abord de comment on pourrait éventuellement mobiliser davantage de ressources dans le domaine de l'innovation. Et c'est vrai que moi, quand j'étais en Silicon Valley, moi j'étais assez surpris par je dirais, leur philosophie économique et la manière qu'ils ont, eux, de concevoir l'économie. Et je l'ai mis un peu en rapport avec notre vision à nous, et j'ai constaté qu'il y avait une différence. Donc je voulais vous parler de ce que j'ai pu constater, et je me suis dit que ce que j'ai constaté, c'était peut-être ça qui expliquait pourquoi eux-mêmes investissaient davantage dans l'innovation qu'on peut le faire aujourd'hui. Alors on va commencer avec un quiz. Quel est le point commun entre tous ces logos?
n'avez pas le droit à la parole, monsieur. Tant mieux, parce que j'oublie. Technologie. La musique, la technologie, Âge. Ancienneté, non? l'ancienneté. Donc effectivement, c'est un mélange de tout ça. Chaque entreprise qui figure ici a été leader du secteur musical à un moment donné de l'histoire musicale. Il y a une notion d'âge, il y a une notion de leadership, de musique, il y a une notion aussi de technologie. Donc chaque entreprise a été leader de l'industrie musicale à un moment de son histoire depuis 1947. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on peut être leader à un moment donné et ne plus l'être quelques années plus tard. Donc ça c'est étonnant. C'est étonnant parce que quand on est leader, en général, on a plus de capitaux que quand on n'est pas leader. Donc on a la capacité à attirer les meilleurs talents, à faire des investissements, des fusions-acquisitions. Et c'est vrai que ces entreprises, alors il y a peut-être une autre chose à dire, c'est que quand on passe d'une forme produit à une autre, par exemple là des disques ici aux cassettes là, donc ça s'appelle une forme produit en innovation, c'est une sorte de jargon. Donc c'est-à-dire un ensemble de technologies qui permet de répondre à un besoin client. Et bien quand on passe d'une forme produit à une autre, qu'elle soit ici, là ou là, et bien le taux de survie de l'écosystème, c'est 9%. C'est-à-dire que la chaîne de distribution, les chaînes de fournisseurs, toutes ces entreprises-là, le nombre d'entreprises qui survivent, il y en a 9 sur 100 qui survivent. Ce qui veut dire que quand on change de forme de produit, il y a une reconfiguration complète de la chaîne de production, de la chaîne de valeur, de la structure industrielle, de même l'identité des entreprises en présence. Et alors ce qui est encore plus étonnant, c'est que chacune des entreprises qu'on a pu voir précédemment ont mis en place 8 stratégies de compétitivité, qui sont des stratégies de compétitivité que vous connaissez, que vous avez sans doute mis en place vous-même, et qui sont par exemple le fait d'investir beaucoup en R&D. Donc Sony, au tournant du 21e siècle, il déposait de l'ordre de 1200 brevets par an. Donc 1200 brevets par an, c'est plus que PSA, qui en dépose énormément en France, de l'ordre de 1050 par an. Et bien, au même moment où ils faisaient ça en termes de R&D, qu'ils avaient une productivité de la R&D qui était exceptionnelle, ils perdaient leur position de leadership dans un de leurs business phares, la musique. Il y a aussi, bien sûr, un problème, il y a aussi des programmes de réduction des coûts qui ont été lancés dans toutes ces entreprises. Je peux de nouveau citer le cas de Sony, qui est intéressant parce que c'est une entreprise japonaise, et c'est une entreprise où au Japon, c'est très difficile de licencier, culturellement. Et ben, la filiale américaine de Sony a licencié un tiers de ses effectifs à peu près à la même période où ils perdaient leur position sur la musique. Donc on peut mener... parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ont fait des études très poussées là-dessus, un universitaire de Corée du Sud. Il a regardé comment le comité exécutif de Sony utilisait son temps de la période de 90 à 2005. Et en fait, dans cette période, le comité exécutif passe beaucoup de temps à essayer d'être plus efficace. Donc à comprendre comment on peut rendre l'entreprise plus efficace, plus lean, plus réduire les coûts, etc. Et il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée à l'intérieur de l'entreprise, à comprendre l'interne de l'entreprise. Mais pendant que ça c'est fait, on ne voit pas les évolutions sur le marché. Et donc il y a d'autres entreprises, en l'occurrence Apple et Samsung, qui elles, passent davantage leur temps à regarder le marché et qui sont capables d'anticiper les changements technologiques qui sont en gestation. On a fait chaque entreprise, alors ça c'est phénoménal, chaque entreprise a amélioré son produit de manière absolument incontestable. C'est presque drôle. Donc là, la cassette audio est devenue cassette vidéo, le CD audio est devenu DVD, ensuite il est devenu Blu-ray, avant il était devenu CD-ROM, et ensuite DVD-ROM. L'iPod est devenu iPod mini, iPod nano, après il y a toutes sortes d'iPod. Il y a eu plusieurs types il y a eu 45 tours, 78 tours avant le 45 tours, le 33 tours, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'évolutions. En dépit de tout ça, on ne garde pas son leadership industriel quand la forme de produit change. Il y a aussi, on est allé aussi sur les marchés adjacents, donc ça c'est la même chose que l'amélioration des produits, c'est-à-dire la cassette audio elle devient vidéo, donc on rajoute l'image, donc on arrive sur les films, etc.
Il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a des très grands managers, Steve Jobs, David Sarnoff, qui en 1938 avait prédit l'avènement de l'email. Voilà. Il y a bien sûr Stéphane Richard chez Orange. Et puis il y a aussi d'autres grands PDG, Heiko Morita qui a créé le Walkman chez Sony. Voilà. Donc ça, en fait, ça doit quand même nous interroger. Ça doit nous interroger parce que si vous êtes patron, par exemple, si vous êtes actionnaire, vous avez mis toutes vos économies chez Sony en 1978, ça c'est formidable, mais votre investissement, il a une durée de vie intéressante de 20 ans. Si vous avez mis toutes vos économies en 1999, ça c'est une moins bonne nouvelle. Si vous êtes directeur commercial, vous avez fait un réseau incroyable chez plein de disquaires à la fin des années 90, au moment où l'acte de vente se digitalise, où les points de vente se dématérialisent, où on passe d'un acte de vente physique à un acte de vente sur un mobile, voilà, et bien ce capital relationnel commercial n'a plus d'utilité pour ce business. Si vous avez fait de la postdoc ou plein de choses pour devenir un expert de la technologie cassette audio, donc ça c'est très bien au début des années 60, mais ça n'a plus de valeur à la fin des années 70. Donc c'est pour dire que ce genre de changement, ça a des enjeux pour toutes les personnes dans la chaîne de production, dans la chaîne de valeur, la direction commerciale, la direction financière, l'actionnaire, la direction de la production, enfin tout. Et ah oui, et puis dernier point, excusez-moi, et après j'en ai terminé. Donc en fait la question c'est où sont ces entreprises? C'est-à-dire, bon, donc Apple c'est en Californie, Deezer c'est en France, il y a Spotify aussi en Suède, il y a Google Music et Apple Music qui sont en Californie, mais où sont ces entreprises? Parce que si elles sont toutes dans un endroit qui n'est pas en Europe et pas en France, bah, c'est des mauvaises nouvelles pour nous. Et vous savez que aujourd'hui, l'économie française a été digitalisée à 9%. Il y a 9% du PIB français qui est digitalisé, ce qui veut dire qu'il y a 91% qui reste à digitaliser. Et la question, c'est les 91%. C'est-à-dire que si tout est digitalisé dans un endroit qui n'est pas en France, il n'y aura plus de job de DG pour vous. Et d'ailleurs, pour moi, un jour je cherchais ce genre de... Alors, ce que j'ai... Oui, donc en fait, donc c'est la fin de mon propos, donc... Oui. Non, c'est pas la fin de mon propos. Ouais, en fait, il manque une conclusion, mais la conclusion, c'est qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, dans la Silicon Valley, on peut dire que le seul vecteur de compétitivité, c'est l'innovation. Et c'est ça qui est important. Parce que dans beaucoup de domaines industriels aujourd'hui, les gens pensent que le seul vecteur de compétitivité, c'est réduire les coûts. Ou c'est faire des fusions-acquisitions, faire des économies d'échelle pour réduire les coûts. Et bien ça, je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses. Et je crois qu'on est dans un tournant économique. Il y a eu la deuxième révolution industrielle au dernier siècle, à la belle époque. Et là, on est dans une nouvelle révolution industrielle. Et la nouvelle révolution industrielle, c'est le fait de changer chaque forme de produit que vous employez quotidiennement. Vous regardez votre budget mensuel, chaque achat. Et ben, le sens de la révolution digitale, c'est que chaque achat devient, alors non pas digital, mais le produit acheté devient digital. La forme produit devient digitale. Et donc, pour réussir dans ce genre d'économie de révolution industrielle, il faut considérer que le seul vecteur de compétitivité, c'est l'innovation. Alors là, je suis totalement... Ah oui, c'est bon, je me suis pas perdu dans mes slides, donc c'est bien. Et alors, une fois qu'on a dit ça, donc je pense qu'on a déjà créé les conditions intellectuelles et on va dire mentales pour que les gens acceptent de déployer davantage de capital sur les sujets d'innovation. Donc on arrive au deuxième sujet, qui est comment on fait pour que le capital déjà déployé, ou celui qui pourrait être déployé, soit plus efficace. Parce qu'on a un très gros problème de manque d'efficacité du capital d'innovation en France, parce qu'on finance beaucoup de projets qui servent à rien, où il n'y a pas un client, où il n'y a pas une personne dans l'équipe qui a rencontré un client, et après on s'étonne de ce que ça ne marche pas. Donc il faut que l'appareil de production innovation français doit fonctionner. Et ça passe par beaucoup de choses différentes, on va parler de tout ça maintenant. Et ça passe d'abord par ça. Et ça, c'est vraiment un message que je vous adresse, puisque vous êtes des directeurs généraux. Je pense que le point d'interrogation est très important ici.
Et il n'est pas forcément important en tant que tel, c'est-à-dire en tant que point d'interrogation, il est important dans la suite chronologique. Et je crois qu'il faut écouter, je dirais, ses émotions, et ses peurs, et aussi les désirs, et l'anxiété, tout ça. Parce qu'il faut se dire qu'on est dans cette période où on va créer une nouvelle forme de produit dans chaque ligne de dépenses des ménages de la classe moyenne mondiale, c'est-à-dire 1 milliard d'individus. Et donc c'est ça que doit faire un directeur général dans les années qui viennent. Et ça demande de composer avec l'éventuelle anxiété qu'on peut ressentir quand on voit un point d'interrogation. Et on sait que dans le financement de l'innovation, les gens sont toujours averses au risque. Je pense que c'est une évidence. Et ton titre, c'est volontaire ou c'est ton côté franco-américain? D'accord. Le titre, créer le nouveau demande. Ah oui, créer le nouveau demande le nouveau au sens nominal. C'est pas un adjectif. Ah oui, demande. Ok. Donc, demande de composer avec l'incertitude. Voilà. Ah d'accord. Ah ouais, non, c'est. Exige. Demande de composer avec le nouveau produit. Implique. Créer le nouveau implique. Alors c'est vrai que j'ai terminé cette présentation hier à 23h, donc il doit y avoir beaucoup de fautes. Non, mais c'est intéressant. C'est le demand. Mais comment vous finirez la phrase justement là? De composer avec l'incertitude. Composer. Ouais, d'accepter l'incertitude. Alors, alors il faut identifier les talents. Ça c'est un truc. On te reconnaît pas. Non, c'est pas moi. Ouais. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui. Donc, ça demande d'identifier les talents, Monsieur Pomelard. Ça demande d'identifier les talents. Ouais. Ça demande d'identifier les talents. Et c'est vrai qu'on a des entreprises assez efficaces. Et on a créé un organigramme avec des gens efficaces. Et les gens efficaces, c'est formidable. Sauf qu'aujourd'hui, il faut des gens qui soient aussi imaginatifs et qui soient capables de créer des nouvelles formes de produits. Donc l'efficacité c'est très important, il faut garder l'efficacité, mais il faut qu'il y ait une partie de créativité, d'imagination et en tout cas d'innovation, on va en parler. Et c'est pas certain que la personne qui soit super efficace soit également la personne super innovante, c'est possible, ça va pas de soi. Il est possible aussi qu'il y ait des gens très innovants qui ne soient pas non plus très efficaces. Alors ça c'est Alan Turing, Monsieur Moblard. J'ai vu le film, et Alan Turing, en 1953, il a créé le test de Turing. Et dans le test de Turing, on dispose de 3 salles. Et dans une salle, on met des gens, donc un jury, 10 personnes par exemple. Et dans une autre salle, on met un ordinateur qui veut se faire passer pour un être humain. Et dans une troisième salle, on met un être humain. Et on pose des questions dans les protocoles actuels, c'est par chat. On pose des questions comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé d'un match de foot, PSG, etc., etc. Et sur la base des réponses, le jury qui ne sait pas où et qui est dans quelle salle doit être capable de distinguer l'être humain de l'ordinateur. Si l'ordinateur arrive à se faire passer pour l'être humain, le test de Turing est dit réussi. Parce qu'il a été capable de simuler le comportement humain dans ses réponses. Le test Van Venice, c'est comme le test de Turing, sauf que là, au lieu de mettre un ordinateur qui veut se faire passer pour un être humain, on met un innovateur qui doit se faire passer pour un de ses clients. Et tant que l'innovateur ne sait pas se faire passer pour son client, ses clients, et c'est pas juste les clients, les Parisiens qui habitent dans le 7e arrondissement, c'est vraiment les clients de la classe moyenne mondiale. Donc on met un client indien, on spécifie sa nationalité, son niveau social, voilà. Ensuite on met un autre client, par exemple, je sais pas moi, espagnol, etc. Et on fait ça, une batterie de tests, on en fait plein de tests comme ça. Et quand on a des gens, une équipe de gens qui arrivent de manière régulière à se faire passer pour leurs clients sur un nombre important de questions, 20 questions, on n'en fera qu'une seule ici, et bien là, on sait qu'on a quelqu'un à qui on peut confier un capital d'innovation. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on crée une méritocratie, un système méritocratique qui est conçu pour réussir dans une économie d'innovation. Parce que nous, on a un système méritocratique qui est conçu avec les grandes écoles pour un truc efficace, et ça, c'est inadapté à une économie d'innovation. Alors la deuxième chose qui me semble très importante, donc moi j'encadre, j'ai oublié de le dire, mais j'encadre de l'ordre de, alors ça dépend, hein, mais, chaque année c'est différent, mais par exemple cette année 150 projets d'innovation cette année, et puis l'année d'avant encore beaucoup plus.
Donc j'ai très peu de temps avec les personnes que j'aide à chaque fois. Mais je les vois, en fait, pour celles qui sont financées, je les revois ensuite. Et alors, ce que j'essaie de leur dire, c'est qu'il faut qu'ils passent 50% de leur temps à comprendre le problème de leurs clients. 50% de l'argent qu'il leur est éventuellement accordé doit être consacré à comprendre le problème de ses clients. 50% des talents de l'équipe, si c'est une équipe de 3 ou 4 ou 5 personnes, doit être consacré à comprendre le problème du client. Et aujourd'hui, la situation actuelle, c'est on ne comprend pas le problème du client, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On a juste une intuition, ou alors on a une conviction, profonde. Et puis on fait des trucs, et puis ensuite on espère que quelqu'un va acheter, mais ça c'est 1 an et demi plus tard, et puis il y a un problème amnésique entre temps, et donc on a complètement oublié qu'en fait il y avait une cohérence. Excuse-moi, j'arrive pas à comprendre. Le problème du client, c'est les attentes du client ou c'est les problèmes du client par rapport à un produit? Donc ça, je vais qualifier plus précisément ce que c'est que le problème du client. Mais ce que c'est, alors peut-être pour répondre tout de suite à la question, c'est que le client il a des trucs à faire dans sa journée. Donc il va au travail, le matin il se réveille, il arrive à l'heure ou parfois un petit peu en retard aux conférences, etc. Voilà. Et dans sa journée, eh bien, grâce à l'évolution technologique, il y a des choses qu'il fait là, mais qui pourraient être faites de manière plus efficace. Parce qu'il y a l'émergence de la réalité virtuelle, l'émergence de l'Internet des objets. Et donc, le moment où il y a une offre technologique qui permet d'optimiser ce que fait le client dans son quotidien, et bien là, il y a une opportunité d'améliorer la productivité du client. Voilà. Donc, mais on va parler de ce sujet de manière très détaillée un peu plus tard. Et voilà, ça c'est le truc. Et moi en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est ça c'est une expérience personnelle que j'ai vécue sur plusieurs années, sur presque 500 projets. Si par un coup de baguette magique, on pouvait instituer cette règle sur toute l'économie française, sur tous les projets d'innovation, l'efficacité du capital serait multipliée par 2. Voilà. Donc moi, j'ai suivi des projets, c'est des milliards d'exemples. Donc je vais en citer juste un. Par exemple, il y a une personne qui a dit il faut faire IoT dans les magasins. Donc très bien. Donc moi, au début, je croyais cette personne, donc je lui donnais un peu d'argent. Et puis ensuite, j'ai compris un peu plus tard, au bout de 3 semaines, qu'il n'avait pas vraiment été en magasin de manière sérieuse. Donc j'ai arrêté de financer tout son projet et je lui ai demandé de me fournir des vidéos de comment ça se passait dans tous les magasins qui étaient le périmètre géographique qui s'était choisi. Et donc des vidéos de comment ça se passe aujourd'hui, des process de production aujourd'hui, et qui m'expliquent comment avec IoT on fait ça de manière plus fluide ou moins chère, ou etc. Donc rien que ça coûte rien de donner ce genre de conseils. Et ça fait que ce projet a très bien marché à la fin, et qu'il a été présenté à un très haut niveau dans l'entreprise pour laquelle je faisais du conseil. Et juste une chose, je reviens sur les... Alors, donc 50% à la compréhension du problème client et 50% sur la solution qui résout le problème. Mais tout ça, on va traiter de manière détaillée. Oui, on va parler d'ailleurs en premier lieu des problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Alors, oui, mais alors, juste avant de parler des problèmes, on va parler d'un autre truc. On va parler d'une question de génération. Donc, il y a un changement de génération actuellement, aussi chez les consommateurs. Et parfois, on dit que quand on est enfant, on est formé par les événements. Et quand on atteint l'âge adulte, on forme les événements. Et en tout cas, la nouvelle génération, la génération qu'on appelle des millennials, ou parfois la génération Y, c'est une génération qui est née en partie avec Internet, qui est née dans un monde où finalement il n'y a pas vraiment de conflit idéologique. Donc c'est une génération assez conformiste. C'est pas la génération qui a vécu dans sa chair la guerre froide, par exemple. Donc ça c'est important. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat de cette génération va augmenter de manière très significative à partir de maintenant. Et vous avez un certain nombre d'entreprises qui éprouvent des difficultés commerciales. Il y en a c'est public, d'autres c'est pas public, mais parce qu'elles ne savent pas ne savent pas s'adresser à cette génération. Ça c'est un point important. Alors on commence avec le budget des ménages. Donc on reprend le budget des ménages, comment les gens dépensent leur argent. On regarde chaque ligne. Et chaque ligne, chaque dépense dans chaque produit
vous vous demandez, mais est-ce qu'avec la même dépense, avec ce même argent, je peux faire quelque chose de différent qui apporte une amélioration significative de 10x, on en parlera un peu plus tard, de l'expérience client. Et si c'est le cas, eh bien, quelque part, vous avez trouvé un problème. Puisque le problème, c'est qu'aujourd'hui, le client, avec ses dépenses actuelles, il ne maximise pas l'efficacité de son capital. Mais il y a des offres technologiques nouvelles tout le temps. Et ces offres technologiques nouvelles, elles peuvent redistribuer, je dirais, les cartes de dépenses des ménages. Donc ça, c'est une première manière de trouver le problème. Je sais que c'est assez abstrait, mais on va venir sur les choses plus concrètes. Alors, si on regarde ça sur la musique, donc on voit que la totalité des dépenses des classes moyennes mondiales dans le secteur de l'entertainment, la culture, c'est 5 000 milliards par an. Et si on dit que 5% de cette somme va à la musique, c'est-à-dire que la capacité d'achat, c'est 250 milliards de dollars par an. Alors, encore un autre sujet, et après, je vous promets, on arrive au problème. Et comment on mesure le retour sur l'investissement de cette dépense? Parce que vous dites que le problème, c'est justement la maximisation du retour du capital investi. Donc là, on prend la musique. Comment se mesure ce retour sur investissement des 1000 dollars par an de la classe moyenne? Alors, on va arriver à ces questions, et ce que je vous propose, c'est que je vais faire la suite du truc, et à la fin, vous me dites si ça répond ou pas à la question. Mais donc, un des gros problèmes aussi qu'on a dans les entreprises établies, c'est le choix du marché. C'est-à-dire quel marché est-ce qu'on décide d'attaquer, et comment on sait quelle priorisation de marché est-ce qu'on effectue. Parce que, comme vous savez, on est souvent présent dans plein de marchés différents. Et donc, dans quel marché est-ce qu'on décide de concentrer ses efforts? Alors, Philippe Colombel, qui est le patron de Partech, qui est un grand entreprise de capital risque, lui dit qu'il faut viser des marchés qui sont au minimum de 3 milliards de dollars par an. 3 milliards de dollars, ouais, de dollars. Et qu'il faut surtout cibler des marchés où il n'y a pas d'acteurs digitaux qui sont déjà présents. Donc il faut digitaliser les 91% de l'économie française qui ne l'ont pas encore été, plutôt que de s'attaquer aux 9% qui l'ont été, où il y a des grands leaders type Google, etc. Et puis il faut s'attaquer à des marchés, des segments de marché où les formes de produits dominantes sont des formes de produits qui sont là depuis très longtemps. Donc les gens se sont un peu endormis sur leur laurier, etc. Il y a une situation de rente. Et donc c'est ce genre de marché-là qu'il faut disrupter de manière prioritaire. C'est pas bon pour Carrefour, ça. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. Mais moi j'ai plein d'exemples comme ça, encore d'autres. Par exemple, il y a des gens, alors ils savent très bien qu'il y a un secteur qui est très mauvais, qui rend un très mauvais service à ses clients, qui pourrait être rendu meilleur de plein de manières très simples, très très simples. Mais bon, comme on est entre Français, qu'on est entre rentiers, etc., qu'il y a des copains, etc., bon, on va pas sur ce marché. Donc on va pas sur le marché. Ensuite, il y a 2 ans plus tard, il y a une entreprise californienne ou une chinoise qui arrive, boum, ils cassent tout, et puis là, les gars qui étaient rentiers, ils sont ciao. Donc c'est dommage parce que la filiale qui est créée en France, filiale du groupe chinois ou du groupe californien, est composée à sa tête d'un super directeur commercial. Alors qu'il pourrait y avoir tout un comité exécutif avec un vrai DG, avec des vrais actionnaires européens, etc. Mais on n'est pas capable de ça, on a du mal à faire ça. Mais on a beaucoup de mal à faire ça. Alors, donc la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On va prendre l'histoire de la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour écouter de la musique? Donc aujourd'hui, une personne qui voudrait écouter de la musique, elle doit faire quoi? Et elle doit... donc là, on représente ce que doit faire la personne aujourd'hui pour écouter de la musique. Et là, c'est expliqué d'une manière particulière parce qu'on ne fait référence à aucune forme produit précise. Ça, c'est très important. Là, on est agnostique de la forme produit. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que à partir du moment où vous dites acheter des magazines musicaux, eh bien, tout de suite, vous créez une situation mentale où vous allez améliorer le magazine. Mais une nouvelle forme produit, par exemple le CD, c'est pas iPod, c'est pas un CD amélioré. iPod, c'est autre chose. C'est une autre expérience, c'est une autre chaîne de production, c'est vraiment autre chose.
Donc la première chose qu'il faut faire, c'est représenter la chaîne de production du client, mais sans faire référence à une forme produit particulière. Et aussi, la manière de tester ça, c'est de se dire, mais est-ce que ça c'était vrai en 1950 ? Est-ce qu'une personne qui veut écouter de la musique en 1950, elle doit faire ça ? Et si vous avez exprimé les choses de manière agnostique du point de vue de la forme produit, ben en principe, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que si c'est comme ça en 1950, c'est comme ça en 1980, c'est comme ça en 2000, c'est comme ça en 2025, c'est comme ça en 2040. Et donc vous avez une base de réflexion qui vous permet de vous projeter dans le futur. Ça c'est très important parce que la technologie est variable dans le temps, mais l'expérience client exprimée de manière agnostique du point de vue de la forme produit, elle, est invariante dans le temps. Et comme on ne sait pas de ce quoi recèle le futur, il faut s'appuyer, il faut fabriquer des éléments qui soient invariants. Alors on peut davantage détailler l'ensemble de ces 9 boîtes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant si vous le voulez bien. Par exemple, une personne qui veut se tenir informée des nouveautés musicales. Bah, elle a besoin de maximiser le nombre de nouveautés musicales proposées à l'utilisateur. Elle a besoin de minimiser le temps qu'il faut pour être informée des nouveautés musicales. Et à chaque fois, c'est la même syntaxe. Il y a une notion quantitative, le temps, voilà, une direction pour l'amélioration et puis un objectif final. Voilà. Ensuite, on va quantifier, donc on fait ça. Donc, alors, comment on fait ce genre de truc tout ça là. Ça, on ne le fait pas dans son salon en train de faire des conversations de cocktail avec ses amis. Ça, on va voir les gens réellement. On ne fait pas des études qu'on confie à un cabinet externe. On va voir, donc moi j'ai par exemple, j'ai fait ce genre de truc plein de fois, mais par exemple pour une entreprise de jeux vidéo. Donc les gens ils jouent aux jeux vidéo chez eux dans leur salon par exemple. Et donc là on va chez les gens dans leur salon pour voir comment ils jouent. Ça c'est très important. Si vous voulez faire IoT dans les magasins, vous ne faites pas entre personnes qui sont jamais dans un magasin et qui sont à sa clé tranquillement en train de faire je sais pas quoi. Vous faites une cinquantaine de magasins, si c'est pour la France, faisant toute la France. Vous passez 3 jours dans chaque magasin et puis là on commence à comprendre comment ça se passe dans un magasin. Et ça, cette chaîne de production est validée bien sûr par le client. Voilà. Donc ensuite on arrive là-dessus, on fait un sondage, on met des chiffres, donc 600 personnes, ok, donc ils disent, est-ce que donc ça mesure, est-ce que c'est grave? Donc là on arrive sur la caractérisation du problème. Et est-ce que c'est prévalent? C'est-à-dire est-ce que le problème concerne quelques personnes ou est-ce que ça concerne plein de gens? Donc pour mesurer la gravité, on regarde si l'élément qu'on regarde, est-ce que ça c'est important pour le client dans sa chaîne de production? C'est-à-dire que si on devait occulter ça, si on supprime ça là, le numéro 1, est-ce qu'il a l'impression que c'est très grave pour lui? Et aussi, est-ce qu'il est insatisfait de ce qu'il a aujourd'hui? Donc est-ce que les gens sont contents des magazines musicaux? Je pense que cet exemple-là, c'est quelque chose comme ça. Et donc comme ça, on arrive à une mesure de l'acuité, et ensuite on fait la même chose pour la prévalence. Donc la prévalence, c'est le nombre de gens concernés, et les coûts, c'est-à-dire combien d'argent les gens dépensent-ils pour se tenir informés des nouveautés musicales. Et une fois que vous avez un truc qui est à la fois grave et qui est très prévalent, et bien là vous avez un problème. C'est comme ça que je réponds à votre question. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, c'est pas tiens, voici 100 000 euros et puis ciao. Non, c'est ok, donc toi, Franck, tu as trouvé ce problème. Donc, on va tester si tu connais réellement le problème. On fait un test benveniste et on va mettre 15 personnes et on s'assure de ce qu'il connaît réellement le quotidien de son client. Donc on pose ce genre de questions. Donc pourquoi est-ce que les gens achètent ce qu'ils achètent? C'est quoi la raison de l'acte de consommation? On peut évoquer les différents problèmes, on caractérise le problème selon le coût, les délais, etc. Les conséquences si un moment particulier de la chaîne de production n'est pas effectué. Voilà la prévalence du problème. Donc là, on va juste faire un exemple. Donc, on suppose, donc là on fait un test, et attention, faites le jury. Eh bien, il y a 2 salles ici, on vous a pas dit avec Hervé, on a mis 2 salles. Eh bien, il y a 2 salles, donc et vous avez posé la question, pourquoi écoutez-vous de la musique? Et puis là, il y a une personne qui arrive, là, et elle dit, il y a une personne qui dit,
La nouvelle appli, elle est géniale, j'accède à mes contenus et en plus, il y a de la pub, c'est top. Et il y a une deuxième personne qui dit, c'est très reposant, donc pourquoi j'écoute de la musique? Ça permet de faire un break et puis ça nous sort du quotidien, c'est un voyage sans les emmerdes. Donc, la question que je vous pose, vous qui êtes jury, c'est où est le consommateur et où est l'innovateur? À gauche. Alors, ici c'est qui? L'innovateur. Voilà. Eh bien, vous avez raison, c'est l'innovateur. Donc là, vous n'allez pas confier un capital à cette personne. Voilà. Ou alors vous lui confierez lorsqu'il réussira Enfin, il refera le test et il ne se plantera pas ce genre de questions. Donc ça, vous ne faites pas juste une question, vous faites 40 questions. Ça c'est important parce que, alors je me permets de dire aussi, donc ça c'est un sujet, par exemple là, enfin, je vais passer les détails, mais donc là, parfois on dit, ok, on a 10 000 personnes, on parie sur qui? Donc voilà, c'est comme ça c'est un peu comme ça qu'on peut répondre à cette question. On demande aux gens de trouver des problèmes, donc ça c'est déjà bien s'ils arrivent à trouver des problèmes, et ensuite, on vérifie qu'ils sont capables de faire se passer pour les clients. Et là, on commence à créer l'équipe. Voilà, c'est ça. Juste une question. Comment tu fais si finalement l'innovateur est le N-3 par rapport au N qui est le chef de l'innovation? Et ben, ça sert justement à ça en fait. Oui, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est quand même, voilà, c'est le gars du comité de direction, il est patron de l'innovation et en fait il n'est pas du tout innovant. Mais non, mais c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et alors, je vais être très honnête. Donc moi, j'interviens en tant que consultant externe, et c'est pas mon problème. Donc moi, je suis aussi employé, donc je vois aussi ce genre de. En tant qu'employé, je vois très bien. Mais il peut y avoir des baronnies à ce. Ah oui, mais il y a plein de baronnies, c'est pour ça qu'il se passe rien. Sa vie et moins après. Ah oui, non mais alors la raison pour laquelle il se passe rien dans les boîtes, c'est parce qu'il y a des baronnies. Donc c'est certain. Il faut d'abord commencer par Cœur du problème. Il faut péter les baronnies. En fait, Donner le pouvoir aux organisateurs. alors, peut-être pour répondre d'une autre manière, c'est-à-dire que Des organisations qui savent intégrer quand même l'innovation, où qu'elle soit. il y en a qui arrivent, d'autres qui arrivent pas. Mais il y a des histoires incroyables. Enfin, il y a des gens dans des entreprises technologiques très importantes en France qui pensent toujours que Facebook c'est une bulle. On est en 2017. Si c'était une entreprise très traditionnelle qui était dans les antiquités, etc., on pourrait comprendre, mais là c'est une entreprise technologique. Non, mais c'est un vrai sujet. Donc, Ça dépend quelle est leur définition de la bulle. Parce que bon, le modèle économique de Facebook aujourd'hui, pour certains grands patrons, il n'est pas véritablement avéré et véritablement compris. Donc voilà, il faut simplement avoir des KPIs assez pointus pour faire comprendre à ses patrons. Une fois qu'ils l'ont compris, ils l'ont compris. C'est juste un problème économique et de modèle économique de boîte. ils génèrent un chiffre d'affaires Oui, non, mais, depuis un certain temps. Oui, mais bon, le chiffre d'affaires, oui, mais quel est le modèle économique, qu'est-ce qui rapporte du pognon, c'est comment la c'est calculé? plateforme. Non mais enfin. Non mais je veux dire, il y a des explications économiques derrière chacune Bien sûr. de ces boîtes-là, donc. Ouais, non mais après, alors sur le sujet de ces patrons qui est au COMEX et qui, malheureusement, c'est très répandu. Donc moi je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que moi, c'est ça l'explication du 6 fois plus efficace en Californie? Je ne peux pas croire que des Américains soient plus cortiqués pour l'innovation que des Français, que des Allemands ou des Japonais. Alors malheureusement si, ils sont plus cortiqués parce qu'ils font ça de manière plus fréquente tous les jours. Donc ils ont développé l'habitude. Mais ils sont pas plus intelligents de manière innée. C'est juste qu'ils font ça de manière plus fréquente, donc forcément ils sont plus La raison profonde de ça, parce que vous avez dit que c'est franco-français, c'est culturel. Non, c'est pas franco-français. On a vu que l'Allemagne avait dit que la France. C'est pareil, quoi. D'accord. Justement, c'est une question de culture, la différence des x5, parce que je comprends qu'il y a des comportements là, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas que des comportements. Il y a des choses culturelles qui font qu'on ne laisse pas l'initiative de Non, mais en fait, la Californie, c'est un endroit qui a bénéficié de capitaux du gouvernement fédéral à la fois dans les années 30 et aussi dans les années 50 et 60.
Il y a beaucoup, par exemple, la radio a été beaucoup développée en Californie, même en 1910-1920. Et aussi, bien sûr, après, avec tout ce qui est radar, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements du gouvernement fédéral en Californie. Aussi avec la course vers l'espace, etc. Et beaucoup des capitaux sont allés en Californie. Il y en a qui sont allés aussi ailleurs, en Texas, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont allés en Californie. Donc, il y a aussi un investissement important. Et pour reprendre votre point sur l'efficacité de l'investissement, il y a une différence culturelle fondamentale. En France, on est institutionnalisé. On pense qu'on va faire de l'innovation parce qu'on a créé l'impôt crédit recherche, le crédit d'impôt recherche, pardon. Et on n'est pas du tout dans un modèle où les gens peuvent être du jour au lendemain remis en question par un innovant qui vient de derrière les buissons. Donc on est dans ces petites rentes de situation. C'est un peu la structure. Moi je trouve toujours frappant, par exemple, pour reprendre une question qui nous concerne tous, c'est le CV. Un CV français, on commence par les diplômes. Dans un CV américain, les diplômes, c'est tout en bas du truc. On commence par dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Il y a cet esprit un peu pionnier, si on peut dire. Hein, si on lit le bouquin de Peters là, sur Brand New, là, je ne sais plus comment on dit en français, mais où on est sa propre marque. Hein. Il dit ça, c'est dans les gènes des Américains, c'est les pionniers. C'est les gens qui se sont débrouillés de rien pour créer des trucs. Et nous, on a plus une vieille histoire qui fait qu'on s'appuie sur des institutions. Ouais, il y a une nouvelle génération qui arrive et je pense que ça c'est en train de s'effacer et qu'on parle de mondialisation aujourd'hui et que les pays aujourd'hui s'alignent les uns avec les autres. Je pense que la technologie s'aligne, puisque la technologie permet à tout le monde de s'aligner aussi rapidement. Oui. Encore faut-il qu'on ait une industrie de la finance qui ait la même élasticité, le même dynamisme que ce qu'ils ont aux États-Unis, parce que là aussi, c'est là qu'on a affaire aux vieux comptes qui contrôlent la situation. Alors ça va changer petit à petit, mais à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de contrôle. Par ces gens-là. Deux réflexions. D'abord, merci parce que c'est pas fini. Hein. Non. Il y a la présentation et la discussion aussi. Tu as rappelé un fondamental qui est basique, mais qu'il faut se rappeler effectivement, qui est partie d'un besoin client, d'une problématique client, etc. Je voudrais juste revenir sur le point par rapport aux États-Unis et la France. Je serai un peu moins sévère que toi sur le sujet. En tout cas, il y a un arrêt photo à un instant T, mais je pense que ce qu'il faut, c'est regarder la dynamique dans laquelle on se situe. La grosse différenciation qui peut expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis et aujourd'hui chez nous, je pense que c'est depuis 40 ans, il y a un écosystème assez large, qui n'est pas uniquement la partie des études, mais qui est tout l'écosystème financier, etc., qui s'est mis en place, qui supporte l'ensemble de ce mouvement et qui a fait que un certain nombre de très grandes réussites et de grandes entreprises dans lesquelles il y a eu des investissements qui ont été faits il y a 40 ou 50 ans, ont éclos et puis se sont depuis transformés, etc. Donc je pense que c'est toute cette partie de l'écosystème sur lequel, à mon avis, on doit travailler. Et puis je terminerai juste par une petite note positive. Ouais. Hein, quand je vois que pour être notre ambassadeur de la FinTech, quelqu'un qui est assez innovant quand même et qui a été reconnu comme étant un grand pape dans le domaine des technologies, qui est Chambers, oui, qui a été choisi comme ambassadeur et qui a accepté d'être ambassadeur de la FinTech française auprès de l'ensemble des pays mondiaux, je trouve que c'est assez intéressant de voir le changement est en train de s'opérer. Tout à fait. Et je pense que ces changements-là, je pense que l'arrêt photo il est intéressant, mais je pense qu'il faut le mettre dans une dynamique à 10-15 ans. Tout à fait. Alors juste, moi j'ai travaillé sur un projet d'investissement d'un groupe étranger en France et je me suis beaucoup appuyé sur John Chambers. Et c'est lui qui a popularisé l'expression Silicon Valley France et la Silicon Valley d'Europe. Ouais. Donc très juste. Et après sur notre héritage culturel, ça c'est ce que je disais avant dans les autres présentations, et après je donne la parole. La France, on est le pays qui a inventé le XXe siècle à la belle époque. Dans la plupart des nouvelles industries, en 3/4 d'entre elles, le leader mondial est français. Par exemple dans l'automobile, dans le cinéma, dans les cosmétiques. La radio aussi. Le fax a été inventé à la belle époque, notamment en France. Donc en fait, il y a eu une période avec les 30 Glorieuses où on a cru que l'économie, ça consistait à améliorer ce qui existait déjà, ce qui avait été inventé à la belle époque. Donc ça, très bien. Mais là, on entre dans un nouveau moment de l'économie où il faut créer de nouvelles choses. Et effectivement, je pense qu'il faut peut-être, c'est le sens, j'ai un chapitre entier là-dessus dans mon livre, mais peut-être se reconnecter
avec la Belle Époque, qui est cette partie de notre histoire où on a été la Silicon Valley du monde. Juste pour revenir à la différence entre la France et les États-Unis, mais c'est pas uniquement la France ou les États-Unis, c'est même la France et le reste du monde. Moi, déjà, quand j'étais au Gartner, les analyses de Gartner me disaient la chose suivante: c'est incroyable comment vous, les Français, êtes influencés par le mode d'éducation que vous avez reçu. En ce sens où vous avez une aversion pour le risque, vous avez une aversion pour l'échec, et ce qui se passe, c'est que du coup, comme tu disais tout à l'heure, on a une aversion aussi à l'incertitude. Il disait, je suis frappé quand je pose une question à des DG ou autres, etc. Les gens préfèrent dire n'importe quoi plutôt que de dire je ne sais pas. Ils préfèrent dire meubler plutôt que de dire juste je me suis fait avoir, je ne sais pas, je ne peux pas dire je ne sais pas. Alors qu'à l'inverse, un patron américain va dire pas de souci, je vais demander à mes équipes et je reviens dans le jeu. Et la grosse différence, pour en parler des baronnies, etc., la grosse différence, en fait, elle vient de là. On n'ose pas, à cause du système d'éducation que l'on a eu, qui consiste à nous mettre devant une feuille blanche et répondre devant une feuille blanche et de noter ça en rouge et de dire que si on n'a pas réussi, on est nul, plutôt que de dire je ne sais pas, on préfère dire une bêtise, plutôt que de dire attendez, je vais consulter mes équipes et je reviens avec une solution. Mais de toute façon, on va trop du tout sur notre système d'éducation. C'est pas un problème de nationalité aux États-Unis, c'est pas des Américains. Elon Musk, il a Afrique du Sud, il y a des Français qui vont là-bas. C'est plus l'environnement, l'écosystème que l'Amérique versus la France. Ouais. Oui, bah, c'est un endroit, la Silicon Valley, c'est 2,7 millions d'individus sur 300 millions. C'est des gens qui migrent là-bas. Et il y a beaucoup de. Effectivement, et par exemple, il y a 60 000 Français, il y a 60 000 Français, il y a 120 000 Indiens, je crois. Et voilà. Ouais. Ok, d'autres questions ou vous souhaitez que je continue ou... Allez, d'accord. Vous voulez continuer? Ouais. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a cartographié ce que fait le client pour écouter de la musique. On a noté ses objectifs de production, par exemple maximiser le nombre de pistes musicales qu'il pourrait découvrir. Dans la partie se tenir informé de nouveautés musicales. Et ensuite, on a mené un sondage auprès de 600 personnes sur 2 axes. Est-ce que le sujet est grave, l'acuité du problème, qui figure en axe des abscisses? Est-ce que le sujet est largement partagé? Est-ce qu'il occasionne des coûts importants? C'est la partie prévalence qui figure en l'axe des ordonnées. Et avec ça, eh bien, ensuite, il y a une troisième dimension qui est le temps, on n'a pas du tout parlé. Mais est-ce que ce sujet est un sujet important dans le temps? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un sujet dans le passé plus important? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le présent, c'est important? Est-ce que dans le futur, en lisant de la science-fiction, on va avoir l'idée de comment les gens pourraient se comporter dans le futur, est-ce que ça pourrait être important dans le futur? Et donc avec ça, on arrive à... Et puis ensuite, vous avez les couleurs, vous avez testé vos équipes sur leur connaissance du problème, et vous arrivez à isoler un certain nombre de sujets qui sont très importants, qui occasionnent des coûts élevés, qui sont largement partagés par plein de gens, pour lesquels vous avez une équipe de gens qui sont en fait compétents. Et bien ça, vous allez investir là-dessus. Et donc, dans le cadre de cet exemple, on va dire que c'est ces 3 sujets-là: minimiser le coût total du matériel musical, maximiser le sentiment de proximité avec le génie artistique, et maximiser le sentiment d'être transporté, d'être ailleurs. Donc une fois qu'on a fait ça, vous avez trouvé votre problème. Donc ça, c'est génial. Maintenant, il faut trouver la solution. Alors la solution, je vais parler de manière générale et ensuite on sera un peu plus précis. Donc on a parlé des modèles économiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 4 modèles économiques. Et sur les 10 dernières années, il y en a un qui s'est vraiment imposé par rapport à tous les autres, au point d'éjecter toutes les entreprises de la deuxième révolution industrielle du top 5 mondial. Donc ce modèle économique, c'est la plateforme. Et c'est le fait, donc, alors les modèles économiques, c'est créer des actifs industriels, créer des services, créer de la technologie propriétaire. Le modèle des plateformes est intéressant parce qu'il demande un investissement en capex très très faible, puisqu'il n'y a pas d'usine, à la différence de quand on fait des usines pour des actifs industriels. Il n'y a pas d'OPEX élevé parce qu'il n'y a pas des gens qui font un service incroyable, comme les cabinets d'avocats où tout le monde est super bien payé. Il y a peu de gens comme ça, donc les OPEX sont faibles. Et vous, votre seul job en tant que plateforme, c'est de mettre en relation une capacité de production, par exemple l'offre de transport des personnes, avec une demande, les gens qui aimeraient être transportés d'un point A à un point B. Ça, c'est le cas d'Uber, on peut parler du cas de Airbnb, bien sûr.
Et en fait, avec ça, finalement, l'ensemble du travail productif n'est pas internalisé, donc vous n'en supportez pas les coûts, et vous êtes un truc de mise en relation. Et si vous êtes capable de gérer l'offre et la demande, des millions de demandes et des millions d'offres à la seconde partout sur la planète, donc c'est ça la compétence, c'est là-dessus qu'il faut investir, vous avez quelque chose d'un modèle économique qui est bien. Et l'autre intérêt de ce modèle économique des plateformes, c'est que, donc là ce qu'on voit sur les top 5, c'est que ces entreprises sont digitales du début à la fin. C'est-à-dire, c'est pas des entreprises qui ont, alors c'est cruel ce que je veux dire, c'est pas des entreprises qui ont fait la transformation digitale, parce qu'il n'y avait rien à transformer. Elles sont digitales du début jusqu'à la fin, parce qu'elles ont été créées à un moment digital. Et aussi, ce qu'elles font, Google c'est un bon exemple, Facebook aussi, c'est qu'elles connaissent très bien le client final, et donc ensuite elles facturent leur connaissance du client final aux annonceurs, mais elles connaissent beaucoup mieux le client final que les annonceurs. Donc elles sont dans une situation qui est très bien. Enfin, bref, c'est comme ça qu'on arrive à ça. Excusez-moi, oui. Donc ce que vous dites, il y a quand même une précision, je ne connais pas le chiffre, mais pour arriver à ces plateformes, il y a un investissement, logiciel, serveur, etc. Donc c'est pas nul comme investissement. Non. Mais est-ce que c'est dérisoire ou minoritaire par rapport à... Il y a quand même un investissement, j'imagine, non négligeable. Alphabet, ils n'ont pas créé tous les algorithmes qu'ils ont fait juste comme ça en regardant la même. Oui, alors je connais pas, je peux pas faire de comparatif sur les capex dans les boîtes, mais à mon avis, ça doit être quand même très largement inférieur. Mais je sais pas. Par contre, l'investissement R&D est très largement supérieur. Ouais. Ah oui, mais c'est du capex. Oui. Parce que c'est vrai que sur les OPEX, je ne suis pas si sûr que ça de vous rejoindre, dans ce sens où même n'importe quelle plateforme, c'est un besoin de se faire connaître sur le net. Oui. Elle a dû dépenser une fortune, non seulement auprès de Google, mais pour pouvoir attirer du trafic. Ouais, je suis pas sûr de ça. Facebook, je suis pas sûr qu'ils aient dépensé une fortune pour avoir la viralité qu'ils ont eue sur le campus de Harvard. Enfin, non, c'est... Enfin, bien sûr, il faut dépenser de l'argent, mais c'est pas... Je suis pas sûr que ça soit tant d'argent que ça, en fait. Enfin, après, bon, je connais pas ça de manière précise, donc... voilà, mais c'est... Enfin, Apple est celui qui dépense le plus en publicité de tout ça, et ce sont ceux qui sont les moins viraux dans leur communication, au sens viralité, internet, etc. Alors, la solution, donc on a dit qu'il fallait créer une solution, donc elle doit être, il faudrait qu'elle soit bâtie sur un modèle économique des plateformes, et aussi il faut qu'elle soit 10x, c'est-à-dire que ce que vous allez apporter à votre client, donc sur les 3 dimensions qu'on avait évoquées, c'est 10 fois mieux que ce qui existe déjà. Donc ça vient de Google, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que comment est-ce que vous validez qu'une solution est pertinente? Vous validez qu'elle est pertinente parce que le facteur d'amélioration est supérieur à 10x. Ce qui veut dire que si c'est juste pour améliorer de manière marginale ce qui existe déjà, ça ne vaut pas le coup. Si vous voulez réduire le coût du matériel, etc., qu'aujourd'hui ça coûte 100 €, vous voulez passer à 95 €, bon bah, comme les gens ont ce qu'on appelle le biais du statu quo, c'est-à-dire qu'ils ont une préférence pour l'existant plutôt que le nouveau, eh bien, ils vont continuer à utiliser ce qui est nouveau, ce qui est ancien, pardon, plutôt que s'orienter vers quelque chose qui est nouveau, qui est un peu moins cher. Mais si c'est 10 fois moins cher, là les personnes sont prêtes à faire l'effort d'achat. La solution, elle doit être digitale, donc ça c'est le comportement de la technologie digitale sur un siècle, un peu plus, 120 ans. Et on voit que, quels que soient les paradigmes technologiques, ici on est en multiple, donc c'est une courbe exponentielle. Donc on est en x100 à chaque fois, donc 10 puissance moins 4, moins 2, 1, 10 puissance 2, etc. Et là c'est le temps. Donc on voit que la technologie digitale, si on regarde la capacité de calcul, c'est le nombre de calculs par seconde pour 1000 $, elle offre une amélioration des capacités de calcul exponentielle dans le temps. Ça c'est vérifié depuis 120 ans. Donc toutes les personnes, parfois on dit technologie digitale c'est seulement un truc récent, etc. C'est pas exactement ça. Et si vous comparez ça avec la technologie mécanique, qui est la technologie de référence du XXe siècle, donc elle offre une amélioration linéaire des capacités de production. Ce qui veut dire que quand vous transformez l'entreprise, vous la digitalisez, et que vous passez un moment de la chaîne de production de quelque chose de mécanique à quelque chose de digital, vous passez d'une courbe d'amélioration linéaire à une courbe d'amélioration exponentielle. Ça veut dire aussi que si vous créez une start-up, il faut qu'elle soit digitale, parce que vous serez sur une courbe d'amélioration exponentielle.
Alors aujourd'hui, il y a plein de super technologies. Et en fait, la solution, vous allez la bâtir avec quelle technologie? Ça pourrait être la réalité virtuelle, ça pourrait être l'intelligence artificielle, ça peut être Internet des objets, ça peut être le cloud, ça peut être comme la réalité augmentée, hologramme, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va estimer qu'on fait un peu de tout ça. Parce que le plus important, c'est pas tellement de faire ces trucs, c'est d'apporter 10x par rapport à ce que veut le client. C'est-à-dire que vous allez connecter l'offre technologique d'aujourd'hui, la technologie moderne, celle qui est novatrice, avec ce que le client a dit qu'il voulait traiter comme sujet. Donc là, il a dit qu'il voulait réduire l'écho, maximiser le sentiment de proximité, etc. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut assembler une solution qui offre un facteur d'amélioration de 10x avec ces technologies novatrices? Donc là, par exemple, si vous êtes coincé dans les bouchons parce que la Seine est inondée, ben non, on peut plus prendre les quais parce qu'on peut plus prendre les quais. Ouais. Donc vous n'êtes pas, en fait, voilà, vous êtes sur votre barque et vous aimeriez arriver à Bercy, vous ne pouvez pas. Et bien, vous avez votre casque à réalité virtuelle et avec le casque à réalité virtuelle, vous pouvez être présent dans la fosse à Bercy, soit donc dans la fosse, soit avec l'artiste sur scène. Et vous pourriez aussi aller dans le passé, par exemple à Woodstock, et on peut utiliser les casques à réalité virtuelle pour aller dans le passé. Et tout ça, on veut maximiser le sentiment d'être ailleurs. Et maintenant, avec la technologie de l'hologramme, vous pourriez faire apparaître un hologramme de Johnny et être comme avec Johnny sur scène, en train de chanter avec lui. Ou alors ça pourrait être Elvis. Vous aimeriez peut-être apprendre à danser comme Elvis, et bien vous pourriez avoir un double d'Elvis en hologramme là et faire ces mêmes gestes, ces mêmes mouvements. Et c'est comme ça qu'on ajoute la technologie de l'hologramme avec la réalité virtuelle, mais vous pouvez aussi ajouter l'Internet des objets et connecter la guitare à Internet, ce qui fait que quand vous jouez de la guitare, ça a une conséquence directe dans le monde virtuel qui est le vôtre. Voilà, donc vous avez testé la pertinence de la solution, donc c'est le test Benveniste qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est est-ce que cette solution vous apporte 10x ou pas? Donc voilà, il y a un consommateur, un innovateur, vous faites le test. Si le consommateur a l'impression d'un truc 10 fois mieux que ce qu'il a aujourd'hui, et bien c'est réussi, il faut continuer sur la solution. Si ce n'est pas le cas, il faut changer la solution pour que ça donne 10x. Voilà, et donc à la fin vous avez plusieurs solutions et vous pouvez les répertorier selon la forme produit établi qui est l'origine, parce que ce que vous voulez disrupter, c'est la forme produit établi. Vous notez, vous avez mis en concurrence les équipes, ils ont fait différents prototypes. Ils peuvent être moins de... Alors parfois il y a même moins 2x ou moins 10x. Mais ça peut être juste 1x, auquel cas, bon, bah, c'est comme aujourd'hui. 2x, ça c'est pas mal. Mais par contre, vous n'investissez que dans 10x. Et après, il faut que ça soit original. Et en particulier, il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée. Parce que si c'est un truc qu'on peut copier très vite, ça devient compliqué. Et avec ça, en fait, vous pouvez représenter l'ensemble de votre portefeuille d'innovation. Et vous savez comment déployer le capital et l'effort qu'il faut faire selon que ça traite un problème qui est très grave, qui est très largement partagé, c'est l'accès abscisse, et que la solution est originale, qu'elle apporte un facteur d'amélioration notable supérieur à 10x, et qu'elle est différenciatrice par rapport à la concurrence. Donc tout ça, c'est les choses intéressantes. Et puis vous avez les couleurs qui permettent de voir si les gens qui sont là sont les bonnes personnes. Excusez-moi. Oui. Dans votre grille, l'analyse des risques par rapport aux investissements, vous les mettez à quel moment? L'analyse des risques, il y a un facteur risque dans un investissement, on l'analyse d'un moment à un autre, parce qu'on investit sur un certain nombre d'un modèle. Dans le modèle, il y a des risques. Et les risques, ils sont... Alors, il y a plusieurs types de risques, mais en fait, la première raison pour laquelle... L'analyse des risques. Il n'y a pas d'analyse de risque, comme ça. Le premier risque, si vous regardez pourquoi les VC perdent de l'argent sur la série A de l'innovation. Donc la première raison de l'échec, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc là, avec tout ce que je vous ai raconté sur le problème, on traite ce risque. Contrairement à ce qu'on pense, je sais que c'est étonnant, mais parfois on pense que ça ne marche pas parce que la technologie ne marche pas. Mais ça, ça explique très peu de risques, très peu d'échecs. La non-faisabilité technique est un facteur de risque faible. Mais vous avez raison, ça je n'en ai peut-être pas parlé. Oui, j'en ai parlé avant, enfin je n'en ai pas parlé, mais c'était noté. Il y a une notion de faisabilité technologique qui est sur le
diamètre ici, là. Voilà. Et en fait, ce graphe, il doit prévenir l'ensemble de ces risques. Et puis, il y a bien sûr le risque de copie et de différenciation. Donc ça, c'est aussi traité. Mais il n'y a pas d'analyse de risque au sens, on va dire, formel du terme. Voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de mon propos. Moi, je pense que si on faisait ne serait-ce que la règle des 50% et le fait de se mettre à la place de ses clients, et aussi les tests bénéfices, je crois rien que ça, sans le graphe que je trouve formidable avec les bulles, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait des couleurs, etc. Merci. Ça multiplie par 3 l'efficacité du capital innovation.